C'est le jour J. Aujourd'hui, le gel de l'âge de départ à la retraite est examiné. Est au menu des discussions à l'Assemblée nationale. Le gouvernement d'ailleurs qui a déposé ce matin un amendement portant sur les carrières longues. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Alors étendre le bénéfice de cette suspension de la réforme à de nouvelles catégories de personnes. On sait que c'était une demande des socialistes que le gouvernement veut satisfaire, si j'ai bien compris. C'est ça la raison de fond. Et quels seront les publics qui sont potentiellement concernés par cette extension et cet élargissement? Les carrières longues, donc c'est les gens qui ont commencé à travailler tôt. Et donc il était question que le dispositif, la réforme Borne prévoyait que les carrières longues devraient être un peu plus longues. Et donc elles ne le seront finalement, elles ne le seraient finalement pas. Et il y a aussi les carrières, un intitulé que j'aime bien, ce qu'on appelle les carrières actives et super actives de la fonction publique. Ce qui veut dire que les autres sont peut-être un peu moins actives, mais laissons cela de côté. Mais ça concerne notamment les aides-soignants, les pompiers, qui avaient le droit à des retraites un peu plus tôt. Et cet avantage-là aussi sera préservé, ou reviendra plutôt avec la suspension de la réforme Borne. C'est une nouvelle concession faite au Parti socialiste dans l'espoir pour le gouvernement de tenir et de vivre un peu plus longtemps? Eh bien, c'est simple. Quand Sébastien Lecornu a été nommé, sa première mission, ça a été de tenir pour faire passer un budget, après deux premiers ministres qui se sont fait jeter chacun à leur manière. Et donc, Sébastien Lecornu a regardé l'éventail politique dans une Assemblée nationale qui est fragmentée comme jamais. Il faut le rappeler qu'on a 11 groupes présents à l'Assemblée nationale, ça ne s'est jamais vu. Il en faut au moins 5 ou 6 pour arriver à tenir. Donc, et il a regardé l'éventail politique, et donc l'éventail politique, il a dû aller du côté du PS, et le PS a posé une condition, qui est la suspension de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Et donc, et ensuite, comme il n'y avait pas eu un accord de coalition, en Allemagne ça se passe très différemment. On a les partis qui vont faire partie de la coalition négocient, et puis ils ont un pacte de coalition, et ensuite on forme le gouvernement et on applique le pacte. Là, on a fonctionné complètement autrement. Donc c'est mesure par mesure que cette coalition tient. Et donc les socialistes ont commencé donc par obtenir l'annonce de la suspension de la réforme des retraites, puis ensuite il y a le champ de cette suspension, et donc là ils avancent, ils arrachent à chaque fois un nouveau pas. On peut faire un peu le parallèle avec ce qui avait été fait l'an dernier avec Michel Barnier quand il avait négocié le projet de PLFSS et en essayant de gagner la clémence du Rassemblement national. On sait comment ça s'est terminé. On sait comment ça s'est terminé. Il y a un moment où le Rassemblement national exigeait encore un petit truc en plus, et là Michel Barnier a dit non et il est tombé. Bon, en tout cas il y a une facture de cette suspension élargie, qui a mécaniquement augmenté. Alors moi j'étais resté à 100 millions d'euros sur 2026 et sur 1,4 milliard en 2027 a priori. Là ça sera un peu plus. Bah oui, on est maintenant à 300 millions sur 2026. Alors on va dire c'est pas grand chose. En 2027 on monte à 1,9 milliard. C'est beaucoup plus. Et ça on n'en parle pas parce que là ce qu'on vote c'est le PLFSS pour l'année 2026, le projet de loi de finances pour la sécurité sociale pour l'année prochaine et pas pour l'année d'après. Et donc les réformes de retraite, quand elles vont dans ce sens-là, enfin qu'elles aillent dans un sens ou dans un autre, elles ont un petit effet l'année suivante, et puis des effets qui sont beaucoup plus amples les années d'après. Et ça, on s'en occupe pas, on votera, on aura des élections présidentielles, et donc tout le monde s'en fiche pour l'instant. Et donc c'est pas financé, cet élargissement. Et c'est pas financé, et quand on regarde tous les projets d'accroissement des recettes qui avaient été proposés, on sautait la taxation des mutuelles, éjecté, la taxation des tickets restaurants éjectée, le gel du barème de la CSG éjecté, la sous-indexation des pensions qui, elle, aurait limité les dépenses éjectées aussi. Le seul point qui est passé, c'est la hausse de la CSG sur les revenus du capital. Voilà, ça fait un petit pactole, c'est un petit 3 milliards. Oui, c'est près de 3 milliards. C'est ce que fait l'Assemblée nationale en ce moment. On taxe les gros. Si vous voulez résumer les 2 derniers mois du débat budgétaire à l'Assemblée, le résumé, c'est ça. Et on taxe les gros. Et donc là, à nouveau, on taxe les gros, en créant des taux différenciés de CSG, ce qu'on peut considérer comme pas très simple pour un impôt qui présentait l'avantage d'être simple. Là, on est en train de multiplier les
hôpitaux. Voilà, la maladie française classique, on a un impôt qui marche bien, qui est simple, et donc là on est en train de le complexifier. Et ces 3 petits milliards par rapport aux autres recettes dont l'augmentation a été refusée, et aux nouvelles dépenses qui sont prévues aussi dans le PLFSS. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est évidemment pas. On va encore se retrouver avec un déficit de la Sécu l'an prochain, qui sera au mieux autour de 20 milliards d'euros. Je rappelle que la sécurité sociale, c'est une assurance, ce n'est pas un régime de solidarité, et que l'assurance, en principe, ça doit être équilibré. Et donc là, on a 20 milliards, on a eu 20 milliards, un peu plus de 20 milliards cette année, on va avoir 20 milliards à nouveau cette année, l'an prochain. C'est absolument délirant, on ne voit ça nulle part ailleurs. Regardez dans un autre pays, la protection sociale qui est déficitaire d'un demi-point de PIB ou de 0,7 à 0,8 points de PIB, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est français, monsieur. Oui, et sur le système des retraites, j'ai écouté hier Pierre Moscovici qui disait « Ceux qui racontent qu'il n'y a pas de problème de financement, eh bien, ne disent pas la vérité ». Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, donc censé être apolitique, dans cette affaire à propos de notre système de retraite par répartition. C'est toujours bon de le rappeler, même si les gens n'en sont pas convaincus, ou ils font la sourde oreille, ou ils font semblant de ne pas comprendre. Alors, premièrement, je crois qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Deuxièmement, il y a des gens très brillants qui leur expliquent qu'il n'y a pas de problème. Je pense à l'économiste Michael Zemmour, qui travaille sur ce sujet depuis très longtemps et qui a un discours qui peut paraître convaincant, qui dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, vous avez d'autres gens qui démontrent de manière tout aussi brillante qu'il y en a un, mais ceux-là, on a moins envie de les entendre. Il n'y a pas de débat, là-dessus. Il y a un problème de financement. Évidemment qu'il y a un problème de financement. Et on court après le financement des retraites. On fait des réformes de la retraite en France depuis maintenant 32 ans. La première, c'est 1993. Et à chaque fois, on dit ça va aller mieux. Et puis ça va mieux, et puis sauf que la conjoncture se dégrade, sauf qu'il y a des événements, on a une épidémie de Covid, sauf qu'on a une crise financière, et puis il y a le vieillissement. Et à chaque fois, oui, mais le vieillissement, ça, on sait qu'il va se produire. C'est une certitude. Mais dans la vie économique, il y a des choses, il y a des certitudes, mais il y a aussi des chocs. Et on a un système qui est très très mal équipé pour résister à des chocs. On a un système qui n'est pas pilotable. Quand vous avez les systèmes nordiques, par exemple, vous avez des systèmes de retraite où on pilote le mécanisme quand il y a une crise. Il y a des mécanismes qui s'appliquent automatiquement aux pensions qui font que le régime reste à l'équilibre. C'est ce qui se passe sur les retraites complémentaires, pardon. En France, ça n'existe pas. C'est piloté sur les retraites complémentaires. C'est piloté, oui. On a ce régime-là. Par les partenaires sociaux, et ça fonctionne bien. Et c'est frappant. Et ce régime-là, il est en excédent. Il n'est pas en excédent, mais il a des réserves. Il n'a pas de la dette, il a des réserves, ce qui est sain, encore une fois, pour un régime de retraite, surtout quand on voit la pyramide des âges qu'on a en France. Et donc, on a ça, et c'est frappant de voir que là où les partenaires sociaux négocient vraiment entre eux, les partenaires sociaux, donc d'un côté les syndicats, de l'autre le patronat négocie, eh bien on a... Sur les retraites complémentaires. Sur les retraites complémentaires, on a un régime qui est plutôt correctement géré, et là où c'est l'État qui gère, et on voit que c'est très très mal géré. Pierre Moscovici qui parlait de 15 milliards d'euros de déficit des retraites en 2035 et 32 en 2045, et encore c'est sans prendre en compte les coûts de la suspension, donc c'est-à-dire que le déficit sera encore plus important. Mais est-ce que c'est vraiment des niveaux insurmontables? Je veux dire qu'ils vont dire ok, c'est 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards, ensuite, la question, c'est de savoir comment est-ce que vous financez ça. Si vous financez ça par la dette, vous accroissez de la dette. Vous accroissez la dette. La dette, c'est une dette qui est financée par les gens qui sont plutôt aisés. Donc vous accroissez les inégalités, parce que c'est les gens qui récupèrent les intérêts de cette dette, c'est pas l'ensemble de la population, c'est la population la plus aisée. Donc vous avez un mécanisme redistributif à l'envers, ce qu'on peut considérer comme pas très sain, et vous accroissez la charge de la dette, dont on sait qu'elle posera fatalement à un moment ou à un autre problème. Si vous dépensez plus que vous gagnez, vous faites de la dette, et cette dette, il faudra la rembourser. On a déjà parlé de ce raisonnement, évidemment, à propos du budget de l'État. C'est encore plus vrai à propos de la protection sociale, puisque c'est une assurance. Donc là, on accumule de la dette qu'il faudra rembourser en prenant de l'argent quelque part, et ça sera sur vous et moi.
après, il y aura 2027, au plus tard, une élection présidentielle. Est-ce que tout sera remis à plat ou elle est suspendue? Qu'est-ce qui se passe après la suspension? Ça sera l'élection présidentielle de trancher, mais qui votera pour un candidat qui... C'est une excellente question. qui promet... Alors, dans une élection présidentielle, on vote pour plein de choses à la fois. On vote d'abord pour un homme en France, jusqu'à présent, peut-être un jour pour une femme. On vote pour un ensemble de mesures, et c'est très très difficile de dire ensuite, les commentateurs aiment bien dire les Français ont voulu ci, les Français ont voulu ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, évidemment, les retraites joueront sans doute un rôle important dans l'élection. Enfin, en tout cas, actuellement, tout est en train de se mettre en place pour que ça soit une des questions clés de l'élection, et avec le risque de porter encore de nouvelles illusions, puisque l'élection présidentielle française telle qu'elle se déroule, c'est vraiment à chaque fois le monde des promesses merveilleuses. Oui, en même temps, on l'a vu en 2007, on l'a vu en 2012, on l'a vu en 2017. À chaque fois, on a des élections où la réalité joue un rôle tout à fait secondaire. On est vraiment dans un marché aux promesses. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron annonçant comme une fleur pendant sa campagne de 2017 la suppression de la taxe d'habitation, plus de 20 milliards d'impôts. C'était bien ça, c'était bien. Oui, c'était bien. Sauf qu'ensuite, on nous explique que ce qui explique aujourd'hui la situation déficitaire de l'État français, c'est les baisses d'impôts. Et donc, vous entendez sans arrêt des gens qui expliquent oui, il y a eu 60 milliards de baisse d'impôts sur les riches. Près de la moitié de cette baisse des recettes fiscales, elle vient en fait de la taxe d'habitation, qui est un impôt qui était payé par des dizaines de millions de Français. Oui. Bon, après, il y a 2 tiers des Français, ou je ne sais pas si c'est 2 tiers, mais en tout cas une écrasante majorité des Français qui veulent revenir à la retraite à 62 ans, qui ne veulent pas l'allongement. Donc en même temps, comment aller à l'encontre des Français? Il y a 95% des Français qui sont pour qu'on rate gratis. Pourquoi est-ce qu'on paye encore le barbier? C'est même quelque chose d'absolument scandaleux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il suffit pas qu'il On peut réformer contre les Français. C'est pas réformer contre les Français. Il y a un moment où il faudra équilibrer. Ou alors accepter de partir des pensions, accepter de partir plus tôt avec des pensions plus faibles. Oui, c'est ce qui risque de se passer, bien évidemment. Et quand on demande aux Français, est-ce que vous préférez travailler plus longtemps, qu'on baisse les pensions, la baisse des pensions, c'est quelque chose qu'ils veulent encore moins que travailler plus longtemps. Ah oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler moins et ne pas baisser les pensions. Oui, il y a bien un problème, il y a bien un moment où il faudra que vienne une épreuve de vérité. Ce qui m'embête avec ce qui se passe actuellement sur les retraites, c'est que plus le temps passe, plus on fait croire aux Français qu'il n'y a pas de problème sur les retraites, et il y a un moment où il va falloir affronter la réalité. Et ce moment-là va être d'autant plus dur que les Français, ce qu'ils vont retenir de l'épisode actuel, c'est que finalement, on peut prendre la retraite plus tôt que ce qu'on nous disait, et donc on va s'accrocher à ça. Et donc, ça rend d'autant plus difficile le retour à la réalité, ce qui se passe maintenant. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Bonne journée.